Louis-Léon Christians, je vais revenir vers vous pour voir, on parlait du dialogue dans l'espace public, dans la société civile. Est-ce que le droit, chez nous et ailleurs en Europe, fait une place, attribue une place au dialogue interreligieux, fait une place pour ce dialogue interreligieux? On pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, évidemment, par rapport à l'actualité, mais il y a aussi, depuis 2008, une sorte de mode, aussi bien au niveau des pouvoirs publics nationaux qu'au niveau du Conseil de l'Europe, pour susciter des dialogues. Alors, avec grande difficulté pour les nommer. Donc, le Conseil de l'Europe parle des dimensions religieuses du dialogue interculturel pour que tout se passe au mieux. Mais ça devient une réalité importante, évidemment, qui est favorisée chaque année par un certain nombre de séminaires, de rencontres, un peu ritualisées. Voilà. Vous avez vu que le gouvernement belge a décidé de créer un conseil consultatif des religions auprès du Premier ministre. La France invite régulièrement. La question qui se pose aussi bien d'abord pour le politiste sans doute et puis pour le juriste ensuite, c'est de se demander ce qui se passe exactement dans ce genre de dialogue convoqué par les pouvoirs publics. Convoqué par les pouvoirs publics. Et donc on pourrait se demander si la convocation par les pouvoirs publics au niveau du Premier ministre en Belgique, au moment où on discute de l'avenir des cours de religion à l'école publique, c'est un peu étonnant comme contraste. La question, c'est quel est l'effet ? Quelle est la perspective? Quelle est l'intention? Donc, est-ce que c'est un spectacle du dialogue? Est-ce que c'est réconfortant de les voir s'embrasser ou se serrer la main? Ou est-ce qu'il se passe autre chose? Et donc, si ça ne reste qu'un spectacle télévisé, un peu diplomatique, je pense qu'on ne va pas au bout du processus. Donc, pour aller au bout du processus, il faut que ces phases de dialogue percolent progressivement dans toutes les strates de la société civile. Et donc, l'école, là aussi, est un acteur essentiel. Puis le deuxième point, c'est de voir que naissent les premiers contentieux. Parce que quand les pouvoirs publics invitent ou n'invitent pas à dialoguer, évidemment, celui qui n'a pas été invité n'est pas heureux. Et si on lui a donné moins de temps qu'aux autres, etc., etc. Et donc, on voit apparaître de façon juridique, en quelque sorte, les premiers contentieux de ce genre d'initiative, et qui amène donc à rejoindre ce que le père Ignace disait, à savoir qu'avec ses avantages et aussi ses inconvénients un peu bureaucratiques, mais qu'on a intérêt à donner des règles, on a intérêt à formaliser une certaine éthique de la communication pour que ces mécanismes se déploient avec justice et justesse, et puis aussi avec efficacité. Mais c'est une mode pour le moment, sûrement. Est-ce que le droit peut provoquer le dialogue? Au fond, c'est une question qu'on peut se poser à un moment donné. On organise, vous le disiez, le dialogue, mais est-ce que le droit peut provoquer le dialogue? Le rendre opérant, en quelque sorte. Évidemment, on pourrait entamer une grande discussion sur ce qu'est le droit, et on avait, avec Jean Demain, on a rappelé cette différence entre normes et valeurs. L'intervention du droit... Moi, je lui verrais deux intérêts. Le premier intérêt, c'est un intérêt souvent symbolique. On écrit au frontispice de la nation que le mariage, c'est ceci, que le dialogue, c'est cela. Et donc, ça fait plaisir à voir. Ça crée une sorte de potentiel enthousiasme un peu indéfini. Puis la deuxième fonction majeure du droit, c'est tout de même la sanction, c'est tout de même la mise en efficacité, c'est une technique de répression, dont on espère que l'effet symbolique aura déjà assuré une intériorisation suffisante. Mais donc jouer au droit, c'est jouer à la sanction. Donc, est-ce qu'on peut jouer au dialogue dans un cadre qui est celui du jeu de la sanction? Voilà, donc vous voyez que c'est sans doute pas totalement le lieu idéal, donc il faut un cadrage de justice. Mais ce n'est pas le cœur du processus, le droit ne va pas être le cœur du processus du dialogue. Par contre, il peut contrarier le dialogue. On se souvient d'un décret en 98 qui interdit à l'enseignement catholique d'enseigner l'islam.
Ben voilà, donc là, vous avez une porte qui se referme à grand bruit, et vous avez l'appareil public de l'État qui dit c'est moi qui vais assurer le seul enseignement de l'islam dans mes écoles publiques. On peut imaginer des processus dans lesquels, au dialogue, il y ait un pouvoir de décision. Alors on va discuter de quel est ce pouvoir de décision. Est-ce que ce sera une voix pour chacun, ou est-ce que ce sera pondéré par, je sais pas, un recensement de la population, etc. Donc le droit n'est pas le moteur, le droit est le cadre, et sans doute est-il nécessaire, mais seulement à ce stade-là. Vous parliez de l'école il y a un instant. L'école est un endroit important pour le dialogue. Et donc c'est un endroit où le droit peut favoriser ou au contraire ne pas favoriser ce dialogue. Oui, tout à fait. D'une part, évidemment, dans l'énoncé de la norme, et donc certainement... les différents décrets, commençant par le pacte scolaire, ont fixé des règles, mais ce qu'on voit, et on le sait tous évidemment, c'est que ces règles existent, on peut les lire, s'en réjouir ou s'en attrister, encore faut-il aussi vérifier si elles sont mises en œuvre. Et ce qu'on a observé, par exemple, ces dernières années sur la neutralité du cours de morale, eh bien, c'était depuis 1959 qu'il était officiellement neutre, et puis on nous dit, non, finalement, il ne l'était pas. Encore faut-il voir comment ces normes se mettent en œuvre, et donc comment, et c'est jamais fondamentalement amusant, mais comment donc elles sont contrôlées dans leur application. Donc la façon dont, à l'école publique, le cours de citoyenneté et de philosophie va se déployer, eh bien, va entraîner inéluctablement aujourd'hui un moment de contentieux judiciaire, parce que nous sommes dans une société, comme vous le savez, qui judiciarise énormément de choses, et donc nous aurons une relecture judiciaire des premiers avatars de la mise en œuvre de ces législations, comme d'autres. Donc je pense que ces moments-là, on peut les redouter, ce ne sont pas les moments les plus enthousiasmants, mais ce sont des moments de réflexivité sociale. Ce sont des moments où on retourne sur une pratique. Et je pense que là, c'est le rôle plein d'un appareil juridique sérieux. Vous disiez tout à l'heure que le politique, de manière générale, avait refermé une porte. Est-ce qu'il y a des portes à ouvrir aujourd'hui? Est-ce qu'il faut ouvrir d'autres portes aujourd'hui? Oui, certainement. Ça, nous sommes au cœur du processus. Ça, c'est, sans vouloir revenir sur l'actualité qui a été rappelée, c'est certain que nous sommes dans une phase de crispation. Nous ne sommes pas dans une phase de dialogue. Le dialogue, il est formel, il est diplomatique, il est extérieur, il est virtuel. Et donc, il faut engager réellement. Et donc, le dialogue peut-être entre un moment d'autoréflexion et le moment habermasien, c'est un dialogue qui donne réellement la parole à l'autre. Il ne s'agit pas simplement d'imaginer l'autre dans sa tête. Et donc, c'est ça l'enjeu du maintien des cours de religion à l'école publique, dans l'enseignement catholique. C'est ça l'enjeu du cours des citoyennetés. C'est comment passe-t-on d'une diversité imaginée, alors imaginée à tort ou à raison, avec des stéréotypes ou pas, à une diversité réellement mise en œuvre. Et donc imaginer ce que c'est que la liberté, la diversité sociale, sans jamais donner la parole réellement aux acteurs de cette société dans leur diversité, dans leurs convictions, c'est un leurre.